Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de la série de podcasts réalisés par la revue alternative humanitaire et le groupe URD. Je suis Boris Martin, rédacteur en chef de la revue alternative humanitaire. Bonjour, je suis Jeanne Tesson, responsable de la communication au groupe URD. Cet épisode est directement en lien avec le numéro de la revue paru en mars, gratuitement accessible sur notre site, et il s'appuie aussi sur les travaux menés depuis longtemps par le groupe URD sur ce sujet. Alors justement, pourquoi ce thème action humanitaire et action sociale, même combat ? Il se trouve que de plus en plus, la distinction traditionnelle entre action humanitaire, en gros intervenir à l'étranger en contexte de crise, et l'action sociale, qui reviendrait à pallier les dysfonctionnements dans l'espace domestique, cette distinction traditionnelle est questionnée. Il faut dire que la comparaison des définitions révèle une proximité troublante entre deux champs qui sont longtemps pensés comme séparés. Ronnie Broman définit l'action humanitaire comme, je cite, « celle qui vise pacifiquement et sans discrimination à préserver la vie dans le respect de la dignité, à restaurer l'homme dans ses capacités de choix ». Et si on lit le Code de l'action sociale et des familles, il dit que l'action sociale et médico-sociale tend à promouvoir l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Alors, c'est quand même deux définitions qui sont très proches, mais il y a quand même deux différences structurelles qui subsistent. D'abord, l'action sociale relève de l'État, alors que l'humanitaire en est indépendant. Et ensuite, l'humanitaire vise à restaurer un équilibre antérieur, alors que le social vise à réduire les inégalités structurelles. Et avec la multiplication des crises, donc ce que certains nomment la crisification des sociétés, on voit que ces distinctions entre social et humanitaire se brouillent et que des critères traditionnellement liés à l'urgence humanitaire s'appliquent de plus en plus à l'action sociale, comme par exemple l'immédiateté, la proximité ou l'inconditionnalité de l'aide. Alors, juste peut-être pour rappel, certaines grandes organisations humanitaires françaises ont progressivement investi le territoire national français au début des années 80. Donc ça a commencé à titre un petit peu expérimental, on va dire, puis de façon plus pérenne, parce que finalement les besoins étaient non couverts. Donc on pense notamment à Médecins du Monde, qui s'est fondé en 1980 pour intervenir à l'international et qui a rapidement créé sa première mission France, donc qui s'est créé en 1986, qui a ouvert un premier centre de soins gratuit à Paris, qui était prévu initialement pour ne durer que 6 mois et qui finalement, 40 ans après, existe toujours. Et puis ensuite, on a eu d'autres ONG comme Médecins sans frontières qui ont ouvert des missions France assez rapidement. Et puis ces dernières années, Solidarité internationale ou Action contre la faim, comme on le verra tout à l'heure. Et puis bien évidemment, la Croix-Rouge française qui mène de front ces deux types d'actions. Alors, cet engagement des ONG humanitaires dans le social est assez ancien, comme on le voit, mais il est aussi de plus en plus fort. Il y a sans aucun doute un symptôme d'un désengagement de l'État sur des questions qui sont pourtant fondamentales, comme le logement, l'alimentation, l'accès à la santé. Puis il y a aussi ce qu'on ne veut pas toujours admettre, à savoir que les standards humanitaires internationaux sont désormais de plus en plus applicables aux pays dits riches, tandis que les travailleurs sociaux se trouvent vraiment régulièrement démunis face à des besoins qui recoupent ceux des terrains d'intervention humanitaire plus classiques. Alors bien sûr, dans tout ça, il y a du positif et du négatif. On peut déjà dire que le rapprochement de ces deux écosystèmes social et humanitaire représente un double intérêt. Ça permet de les renforcer mutuellement dans un contexte de ressources contraintes comme en ce moment. Et ça permet aussi de les inscrire dans une dynamique plus large d'union des ONG humanitaires, mais aussi avec les ONG de défense des droits humains ou des ONG environnementales. Et on peut aussi dire que les crises sont des accélérateurs d'innovation sociale. Elles obligent à dépasser des modèles inopérants qui ne fonctionnent pas ou plus, et elles génèrent aussi des réponses hybrides hors des cadres institutionnels existants. Et puis, bien évidemment, il y a aussi des risques. On va revenir un petit peu dans le détail là-dessus, comme cautionner un état démissionnaire ou défaillant, imposer une logique de l'urgence au détriment d'une action sociale qui s'ancre vraiment plus de façon durable et sur le long terme, ou encore de normaliser des situations inacceptables.
Alors pour aborder ce thème riche, on le voit, nous accueillons aujourd'hui Manon Gallego. Bonjour. Manon, vous êtes diplômée en urbanisme et vous vous êtes engagée dans la lutte contre le mal logement, le manque d'accès aux services essentiels depuis bientôt 20 ans. Mais vous avez aussi une dizaine d'années d'expérience en gestion de programmes humanitaires dans des situations de crise. Et d'ailleurs, vous pilotez depuis mars 2020 les actions menées en France par l'ONG Solidarité Internationale. Et dans le numéro 31 de la revue alternative humanitaire, vous avez coécrit avec vos collègues Brice Guillaume et Pauline Pruvot-Chapek l'article intitulé « L'accès à l'eau comme révélateur des recompositions et convergences de mandats entre le social et l'humanitaire, l'expérience de solidarité internationale en France hexagonale ». Nous avons aussi Frédéric Meunier. Bonjour. Vous avez travaillé, Frédéric, une quinzaine d'années dans l'aide humanitaire avant de devenir directeur de ce qui est une société coopérative et participative et une association. Ça s'appelle Le Groupe. Le Groupe qui fait partie des initiateurs de la réponse de protection humanitaire déployée à Lyon et que vous présentez dans l'article intitulé « Action humanitaire et action sociale, une réponse concrète dans la métropole de Lyon ». Vous l'avez écrit avec vos collègues Claire Denzel et Florian Hautevel. Et je précise aussi, surtout, presque, que vous avez copiloté avec Vincent Léger, chercheur à la Fondation Croix-Rouge française, le numéro de la revue dont j'ai déjà parlé. Et puis, enfin, Véronique de Geoffroy. Bonjour. Véronique, vous êtes la directrice générale du groupe URD, dont vous animez l'équipe de recherche, d'évaluation et de formation. C'est en gros une dizaine de chercheurs et un large réseau d'experts externes pour la mise en œuvre et le développement des axes stratégiques de votre organisation. Vous coordonnez, vous, actuellement, un projet sur l'entraide en temps de crise. C'est une notion sur laquelle on reviendra. Vous travaillez dans le secteur de l'aide humanitaire depuis une trentaine d'années. Vous avez débuté au sein d'ONG dans les années 90, en Colombie, dans les Balkans et dans la région des Grands Lacs. Et avec Johanna Bachet, vous avez écrit, vous, l'article intitulé « Entre urgence sociale, résilience territoriale et résistance, quand les acteurs humanitaires s'engagent en France » toujours dans ce numéro d'Alternative humanitaire. Alors, ma première question, elle sera pour vous, Véronique. Il y a un intertitre dans votre article qui est très parlant, ça s'appelle Paris, comme la ville, humanitarisation du social. Alors, j'ai presque envie de dire que tout serait dans cette formule. Est-ce que justement vous pouvez nous expliquer, revenir sur l'évolution historique de ce que vous appelez la mutation forcée de l'action sociale et le glissement des pratiques vers la gestion de l'urgence? Bah oui, tout à fait. Ces termes qu'on a choisi d'employer avec Johanna, c'est pour décrire que le travail social en France, depuis longtemps, reposait sur une logique d'accompagnement dans la durée, avec un enjeu d'accès aux droits, de suivi individualisé, d'accompagnement à l'insertion, d'un travail éducatif et de construction de parcours individuels. Mais effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, déjà à partir des années 80, il y a la montée du chômage de masse, il y a des problèmes d'accès au logement, il y a une précarisation croissante déjà à cette époque. Et les travailleurs sociaux ont été confrontés à des situations de détresse de plus en plus nombreuses et de plus en plus graves sur le territoire. Donc progressivement, il ne s'est plus simplement s'agit d'accompagner des personnes dans le temps long, mais de répondre à des besoins vitaux immédiats, se nourrir, se loger, se soigner et survivre parfois. Et au-delà des exemples déjà décrits en introduction des missions France de Médecins du Monde à l'époque, puis assez rapidement de Médecins sans frontières, je voulais revenir sur la création du SAMU social en 1993 par Xavier Emmanuelli. Ça illustre très bien ce tournant. À l'époque, donc, on voit apparaître dans le champ social des logiques issues des secours et de l'urgence. On introduit l'idée qu'il faut aller vers les personnes les plus exclues, intervenir rapidement, gérer l'urgence dans l'espace public. C'est une avancée majeure, mais ça traduit aussi le fait qu'on entre dans une société où l'urgence devient permanente.
Ensuite, avec l'arrivée des acteurs humanitaires sur le champ du social, on a vu aussi des méthodes, des outils et même des imaginaires humanitaires entrer progressivement dans le champ social. Par exemple, la logique de gestion de crise, les dispositifs mobiles, des diagnostics rapides, les standards techniques aussi humanitaires qui ont été introduits, ou même des mécanismes de coordination d'urgence. C'est tout cela, en fait, que nous appelons dans l'article une mutation forcée de l'action sociale vers la gestion de l'urgence. Une transformation qui n'a pas vraiment été choisie par les professionnels, voire dans certains cas plutôt mal vécue, mais elle s'est imposée par l'évolution des crises sociales. Et en parallèle, on assiste à une délégation croissante de missions de solidarité vers les associations. Alors en effet, cette évolution s'est accentuée depuis 2015 avec d'abord la crise de l'accueil des migrants sur le territoire national, puis avec la pandémie, le Covid. Et du coup, des ONG qui étaient historiquement tournées vers l'international sont intervenues en France de façon beaucoup plus visible. Et elles l'ont fait parce qu'elles étaient confrontées sur le territoire français à des situations qu'elles connaissaient par ailleurs, des campements précaires, la rupture de l'accès aux soins, la désorganisation des services publics et finalement des populations qui vivaient dans des conditions indignes. Donc c'est à ce moment-là que les frontières entre action sociale et action humanitaire se sont encore davantage brouillées. Merci Véronique. Je vais rebondir là-dessus pour donner la parole à Manon qui travaille à Solidarité Internationale, donc, qui fait partie des ONG qui ont créé leur mission France à l'occasion de la crise du Covid. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu l'histoire, savoir comment et pourquoi Solidarité Internationale s'est implantée en France en 2020 ? Oui, absolument. Il faut se rappeler ce qu'était ce moment particulier de 2020, donc une crise épidémique de grande ampleur, des mesures prises par le gouvernement français drastiques et qui permet rapidement de mettre en avant des besoins humanitaires pour des personnes vulnérables et marginalisées, y compris sur le territoire français. Chez Solidarité Internationale, ça fait 40 ans, même presque 50 maintenant, qu'on œuvre pour l'accès à l'eau, l'hygiène, l'assainissement dans le cadre de la lutte contre les maladies hydriques et vectorielles. Donc c'est assez naturellement qu'en tant qu'ONG française, association de loi 1901, qu'on s'est rapproché de nos confrères que vous avez cités et qui, depuis des années parfois, avaient déjà fait ce pas d'aller à la rencontre des situations françaises. Rapidement, on fait un focus particulier sur les personnes qui vivent dans des habitats précaires et qui n'ont pas accès à l'eau potable dans leur lieu de vie. Ces situations, ça peut être des bidonvilles, des squats, des situations d'encampement ou des personnes tout simplement vivant à la rue. Rapidement, on voit que tout ce qui était le système D sur lequel ils pouvaient s'appuyer, notamment des fontaines publiques, dans des jardins, des robinets dans des cimetières, des accès aux douches dans des stades, tout ça va être fermé du jour au lendemain. Et c'est par cette fermeture, ce confinement, qui va révéler l'existence de ces systèmes D, justement, et de ces non-accès ou mal-accès à l'eau potable. La deuxième chose qui nous interpelle, c'est qu'il n'existe pas de référentiel de l'accès à l'eau. Si vous voulez, dans cet accès aux services essentiels tels que l'eau potable, il n'y a pas dans le référentiel français, réglementaire ou législatif, d'indicateurs de seuil minimal. Et ça, pour un acteur humanitaire, c'est très choquant. Pourquoi ? Parce que nous, on manie de la norme et des indicateurs tels que le manuel SPHERE ou tous les indicateurs développés par l'OMS, l'UNHCR, toute la journée. Ce sont nos référentiels en matière de réponse. Et là, en France, il n'y a pas de référentiel. Il n'existait pas en 2020. Et on a un début de référentiel qui est arrivé par des évolutions de droit et notamment au niveau européen. Mais en France, en 2020, quand on intervient, il existe énormément de choses qui cadrent la relation entre un service quasiment marchand et un abonné à ce service public. Mais il n'existe rien quand on n'est pas abonné à ce service public. Et c'est bien ça. L'important, c'est de répondre aux personnes qui sont finalement exclues de l'accès à ce service public à l'eau potable par l'absence de cet abonnement, par leurs conditions de lieu de vie. Oui, donc vous avez vraiment les compétences techniques appropriées pour être complémentaires en France avec d'autres acteurs et travailler sur des sites qui sont finalement proches un peu des camps de réfugiés qu'on peut avoir sur le terrain, quoi. Oui, absolument. On va se mettre à œuvrer dans des situations qui sont
légèrement comparable dans lequel l'accès à ces services essentiels n'est pas assuré, ça c'est certain. Mais le troisième point important qu'on réalise, c'est effectivement qu'il n'existe pas d'acteurs compétents au sens responsable au sein des pouvoirs publics français. Donc on n'arrive pas à identifier dans la loi quelqu'un à qui on puisse opposer cette responsabilité en matière de réponse. Ça, c'est quelque chose qui également va entraîner notre questionnement en tant qu'acteur, organisation capable d'intervenir. Et c'est mon quatrième point, c'est que d'un côté positif, on voit que des espaces d'intervention, au contraire, sont possibles et qu'on devient très rapidement opérationnel sur les situations que j'ai citées dans plusieurs villes de l'Hexagone. Et par cette intervention, on se rend compte que du coup, il est possible d'accompagner les services publics locaux dans des démarches d'aller vers ou de trouver des solutions dignes et sécurisées pour l'accès à l'eau potable sur les sites eux-mêmes. Ça, c'est le quatrième point qui va justement engager une forme de réflexion sur notre place et du coup légitimer un peu finalement le fait qu'on ouvre réellement un programme. Aujourd'hui, pour vous situer, c'est près de 20 000 personnes qui reçoivent une eau potable ou sécurisée à travers des infrastructures que nous gérons. C'est à peu près 7 000 personnes en Hexagone et 13 000 personnes pour Mayotte. Le dernier point, et qui est essentiel, c'est qu'on ne se trouve pas réellement de pairs. On ne trouve pas, parmi les acteurs français, qu'ils soient associatifs ou autres, de personnes à la fois opérateurs dans l'intervention directe, mais aussi engagées dans une démarche d'accompagnement de l'effectivité d'une politique publique. Donc de travailler la norme, de travailler les indicateurs, et d'accompagner toute une myriade d'acteurs dans cette prise en compte. Et c'est bien là ce qu'on a décidé de faire en France et ce pourquoi on a ouvert un programme. C'est pour ces 5 raisons que je viens de citer. Mais c'est vraiment une démarche qui nous a trouvés plus que vraiment une démarche intellectuelle ou d'engagement qu'on aurait pu avoir, nous, en tant qu'association. Ce n'est pas du tout quelque chose qui a été imposé par une gouvernance qui l'aurait décidé. C'est bien par l'analyse d'un contexte qu'on a décidé d'intervenir en France. Donc c'est vraiment presque naturellement, comme une évidence, qu'on a décidé d'ouvrir ce programme, à la fois opérationnel, technique et juridique, au service d'un combat qui était déjà celui de nombreuses personnes en France et d'entités associatives ou de personnes parfois qu'on a pu identifier même au sein des services publics de l'eau, qui soient des entités privées ou régies publiques, mais qui étaient engagées sur ce combat. Et on a décidé de le porter à un niveau national, là où on pourrait justement travailler les textes. Mais je crois que c'est un sujet qu'on va traiter plus tard dans le podcast. Oui, et comme vous le dites dans votre article, vous êtes vite rendu compte que tout ça allait au-delà du Covid et qu'en fait, il y avait des besoins énormes qui n'étaient pas couverts, et c'est pour ça que vous continuez aujourd'hui à travailler en France. Oui, absolument. Et d'ailleurs, une des craintes qu'on avait au moment du Covid, et quand on a décidé d'ouvrir un programme en France réellement, c'était que ça s'éteigne rapidement. C'est-à-dire que cet espace d'intervention se referme avec l'arrêt des mesures exceptionnelles liées au Covid, et ce qu'il fallait à tout prix, c'est tenir dans suffisamment de territoire pour démontrer, pour avoir du crédit, montrer que c'était possible d'intervenir dans suffisamment d'endroits afin de faire tenir ce combat. Alors vous avez évoqué Mayotte. Je crois que vous êtes aussi présent en région parisienne, à Nantes. Oui, on a 3 grandes zones opérationnelles en France hexagonale, que sont la zone nord, donc c'est en Île-de-France, sur la métropole européenne de Lille, et en soutien technique sur tout le littoral nord. Auprès des associations qui sont, elles, engagées dans la mise en œuvre de l'accès à l'eau que nous, on trouve dégradée en tant que telle. Et c'est parce qu'on n'a pas de capacité finalement à intervenir de manière qualitative sur cette zone-là qu'on n'est pas en intervention directe sur cette zone. Si je peux expliquer un peu plus clairement, aujourd'hui, on a des autorités et des contraintes légales sur le territoire du Nord littoral qui ont une vision tellement sécurité, immigration, que finalement, tout ce qui va être déployé même de manière temporaire est vu comme un phénomène de fixation.
Or, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne veut absolument pas légitimer un double traitement entre des personnes qui seraient désirées sur un territoire et d'autres qui sont indésirées. Donc, tout ce qui est mécanisme de water trucking, c'est-à-dire distribution de l'eau par camion et avec des cuves, qui n'aurait pas sa légitimité technique, et en l'occurrence, ce n'est pas le cas dans le Nord littoral, n'a aucune raison d'être sur le territoire national. De l'eau, il y en a partout et on peut tirer des dessertes temporaires, y compris sur les terrains du Nord littoral. Donc c'est quelque chose qu'on va faire à Mayotte, mais là c'est un tout autre sujet en termes de réponse technique. Mais on se refuse d'avoir un double traitement de valeur en matière d'accès à ce service. Ensuite, on intervient donc dans une zone atlantique qui est Nantes-Angers et un tout petit peu Rennes. Et puis dans le sud de la France, à Marseille, Toulouse et Montpellier. D'accord. Et il y a aussi Lyon. Lyon Métropole, c'est un autre exemple d'une situation où les réponses institutionnelles de type social n'arrivent plus à gérer l'ampleur des besoins, notamment en termes d'hébergement, où d'une certaine manière ça dépasse le champ d'action ou les possibilités humaines, éventuellement financières, des structures. Et je me tourne vers vous, Frédéric, parlez-nous de l'expérience que vous avez lancée dans la métropole de Lyon. Merci Boris. Oui, c'était il y a presque un an maintenant, puisque ça a vraiment commencé le 20 juin 2025. Mais il y a eu un parcours de travail en amont très long d'un an et demi avec des collectivités, des associations, des collectifs militants, des personnes concernées. La construction de cette réponse a reposé finalement sur deux éléments majeurs. Un premier élément, on l'a dit depuis le début, c'est ce constat. Ce constat qui est maintenant unanime de la part des collectivités, des acteurs du social, des acteurs de la société civile, que ce soit des associations ou des collectifs. Il n'y a quasiment plus de possibilité d'être pris en charge en hébergement afin de mettre en protection les foyers. En tout cas, c'est saturé, c'est engorgé. Tous les superlatifs sont utilisés. La situation est donc bloquée. Peut-être par manque de moyens, par manque de volonté, notamment des financements publics. En tout cas, le résultat est là. Et puis, ces travailleurs sociaux qui ont le sentiment d'impuissance face à cette situation de crise, finalement. Et puis, une impuissance, mais qui va même plus loin. Parfois, c'est un sentiment de maltraitance. Quand on remet des gens à la rue, quand on nous dit c'est que 3 mois à l'abri, et puis après on remet la femme, les enfants, le mari à la rue, les travailleurs sociaux ont le sentiment de maltraiter ces personnes. Et donc, bien évidemment, c'est un constat, c'est une forme, on l'a évoqué, c'est une forme de faillite, finalement, d'un système. Et par contre, le contexte de crise que ça engendre, c'est souvent le terreau d'innovation sociale. Nous, on a démarré sur ce terreau de crise, finalement, avec cette réponse. Cette crise qui concourt à une non-satisfaction des besoins vitaux, on le voit bien, à un nombre de personnes toujours plus élevé, ça génère une réaction, notamment de la société civile, des citoyens, de dire on va trouver quelque chose, on va trouver une solution. À nous, si le système ne répond pas, on va essayer de la construire. Donc on va s'affranchir d'un modèle existant qui est plus opérant, qui ne répond plus aux besoins et qui est dépassé pour créer cette nouvelle forme de réponse, de solidarité quelque part, qui serait peut-être moins institutionnalisée. Évidemment, cette réponse de mise en protection humanitaire, on l'a appelée comme ça, c'était vraiment pour se décaler d'un système social qui ne fonctionnait plus, ou en tout cas qui avait beaucoup de mal à fonctionner. Et ça nous permettait aussi de s'appuyer sur le constat que ni l'État, ni le marché, ni le secteur associatif classique ne pouvaient répondre à cette problématique. Et là, on se retrouve dans le champ de l'innovation sociale. Vraiment, elle est caractérisée comme ça. C'est très intéressant. C'est l'importance des finalités, l'ancrage local, la critique du modèle dominant, des logiques partenariales autour d'un projet fédérateur et l'émergence de règles et de formes novatrices. Ça, c'est la définition de l'urgence sociale courante aujourd'hui. Et ça permet aujourd'hui de caractériser cette réponse humanitaire qu'on a mise en place sur Lyon. Évidemment, cette finalité, c'est la mise en protection, la mise à l'abri de ces personnes, donc c'est des logements principalement. Cette critique unanime du système qui occasionne ce maintien en précarité de personnes de plus en plus importantes, et puis la construction d'une coalition d'acteurs qui se forme autour de cette vision en disant si on trouvait tout simplement des logements pour ces personnes, ça serait la meilleure solution. Alors ces logements, on nous disait, ils n'existent pas. En fait, ils existent. Sur la métropole de Lyon, il y a 16 000 logements vacants qui sont non utilisés. Dans le parc public, et je ne parle pas du parc privé, on a évidemment un potentiel foncier important. Donc cette réponse initie à la base aussi avec les personnes concernées.
Il faut bien comprendre que c'est d'abord les personnes et les collectifs de personnes en situation de rue, donc principalement vivant en squat, qui ont initié cette réponse et qui ont fait la demande. D'accord ? Donc ça part d'une demande d'en bas, de la base. Des collectifs militants aussi, il faut savoir qu'à Lyon, il y a un militantisme très fort autour de ces questions, et les collectifs militants, effectivement, ont donné de leur voix et de leur action pour déclencher ce genre d'action. Et c'est donc l'émergence d'une nouvelle forme collective, plus horizontale, alternative d'intervention, alors qui s'apparente à humanitaire parce qu'on garantit uniquement les besoins de base. On ne va pas jusqu'à l'accompagnement social. Ça, c'est le travail des travailleurs sociaux, c'est leur métier, leur compétence. Le groupe, la coalition assure évidemment l'hébergement digne, donc un logement sur les bases des critères humanitaires, donc 5 mètres carrés minimum, etc. L'accès à l'eau, l'hygiène, l'assainissement, l'accès à la santé, la protection et l'accès à la nourriture. Donc on se retrouve vraiment sur des bases humanitaires. Oui, et justement, vous avez parlé de la coalition d'acteurs. J'aimerais revenir un peu sur ces questions de coordination, parce que dans l'humanitaire, donc on a ce qu'on appelle les clusters. Alors un cluster, c'est un mécanisme donc, de coordination en général sectoriel. Donc les clusters santé, les clusters abri, assainissement, etc., qui du coup regroupent tous les acteurs un petit peu impliqués sur un sujet, donc les agences des Nations Unies, les ONG, les autorités locales, etc. Et j'ai l'impression qu'à Lyon, cette réponse collective, elle a un petit peu été gérée à la manière d'un cluster humanitaire, donc en associant les institutions, les associations, les collectifs, les citoyens bénévoles aussi, les entreprises partenaires. Donc, chose qui a sans doute un petit peu permis de renforcer un peu la confiance et d'être plus efficaces tous ensemble. Mais j'imagine que ça a généré aussi des peurs chez certains qui n'avaient pas l'habitude de travailler comme ça. Est-ce que c'est si facile finalement de travailler ensemble sur des enjeux pareils ? Alors, on pensait que le volet le plus difficile, c'est le volet technique, capter du foncier, réhabiliter ce foncier, suivre les populations qui sont hébergées. En fait, pas du tout. Et c'est exactement ce que vous dites. C'était la plus grande difficulté, c'était effectivement coaliser les entités, les acteurs, avec des acteurs très différents, parce qu'on parle de groupes opérationnels militants qui font des actions très concrètes d'ouverture de squats, de tags, etc. On parle de groupes d'habitants dans ces squats. On parle aussi d'associations citoyennes, alors sur un arc très large, partant des catholiques jusqu'aux associations plus militantes, potentiellement d'extrême gauche. Et puis, à côté de ça, on a les collectivités, les élus. Et puis, encore à côté de ça, on a les bailleurs sociaux qui nous font confiance et qui confient des bâtiments entiers. Et puis, on a des entreprises qui nous soutiennent aussi, qui nous apportent des produits, de la main-d'œuvre. On a bénéficié de travaux suspendus. Vous connaissez les cafés suspendus. Nous, on bénéficiait de travaux suspendus. C'était assez incroyable. Et puis, évidemment, toute la philanthropie privée, donc les fondations, les fonds de dotation qui nous ont soutenus. Et tout ça, effectivement, c'est pas simple. Et puis, à côté de ça, il y a bien sûr les acteurs du social traditionnels, donc les opérateurs d'État. On les appelle comme ça, alors on peut les appeler autrement, mais en tout cas, ils sont majoritairement financés par l'État pour faire de l'action sociale. Et alors, je ne parlerai pas de peur, le mot est un peu fort, je parlerai de crainte, je parlerai plus d'acteurs qui ont été bousculés par rapport à des pratiques qui étaient établies. Finalement, un écosystème qui était stable, il rejetait des centaines et des milliers de personnes. À Lyon, c'était avant qu'on intervienne, mais c'est encore le cas. Je crois que c'était plus de 3000 personnes en permanence à la rue et 14 000 personnes en attente d'hébergement. Donc ça a bousculé effectivement. Donc on est intervenu aussi, on a créé cette réponse collective dans un contexte de forte tension sur les ressources des opérateurs d'État et des opérateurs du social. Bien évidemment, on a des ressources qui sont bloquées, qui sont même en réduction sur certains secteurs, des ressources financières qui ne progressent vraiment pas, voire qui baissent, et qui ont généré effectivement des grandes tensions face à des besoins toujours croissants. Et là, je vous réfère aux différents rapports, par exemple de la Fondation pour le logement, et tous les rapports sur le sans-abrisme. Ressources financières, évidemment, une crainte qu'on capte des ressources financières, et puis une crainte aussi qu'on capte des ressources foncières. Donc il y a cet enjeu de trouver des immeubles, des appartements, dans une ville où le foncier est cher. Et il y a une vraie tension sur ce foncier. Alors la réponse a donc été perçue, évidemment, comme un petit peu concurrentielle. Alors on en reparlera, mais oui, il y avait ce côté un petit peu concurrentiel par les acteurs du social. Mais à côté de ça, je ne parlerai pas d'une approche cluster, d'une approche plus de coalition, parce que si on est sectoriel, effectivement, sur d'abord le logement,
Alors qu'évidemment, on en parlera tout à l'heure d'un programme de l'État, d'un plan qui est le logement d'abord, mais c'est d'abord le logement, c'est d'abord mettre les gens sous un toit. Et ensuite, effectivement, on complète avec les ressources de chaque acteur pour faire du suivi juridique, pour effectivement orienter et s'assurer que les personnes ont l'ensemble de leurs droits qui sont potentiellement ouvrables. Le fait aussi de donner une place importante aux personnes concernées. Ça a été quelque chose qui a bousculé également, qui a pu faire peur. Nous, par exemple, dans cette réponse, c'est pas nous qui décidons de qui va où. On le décide collectivement avec les référents des personnes concernées. Et donc ça a pas choqué, mais ça a perturbé énormément. Alors, pour nous, c'était évident, on rentrait dans l'empowerment. Bien évidemment, les collectifs d'habitants sont en capacité de décider eux-mêmes comment ils veulent aménager, gérer leur espace, mais on les accompagne. Et donc ça fait le lien avec, dans l'aide sociale, enfin dans l'action sociale, c'est le pouvoir d'agir. Et donc nous, sur nos formes de gouvernance, à chaque fois, il y a des représentants des habitants qui sont à tous les niveaux de la gouvernance et des différentes relations et réunions qu'on peut avoir. Je rebondis là-dessus, Frédéric, sur cette logique de coalition, peut-être de partenariat. On a parlé du cluster. Enfin bon, bref, on ne va pas jouer sur les mots, mais c'est important. J'ai envie de rebondir vers Manon. C'est comment Solidarité Internationale, elle, s'y est prise. On a vu l'expérience sur la métropole de Lyon. Comment Solidarité s'y est prise avec les intervenants sociaux et au-delà des intervenants sociaux, comment vous avez fait pour que cela fonctionne, de travailler avec des gens très différents? Alors déjà, nous, on a investi, construit et animé plusieurs espaces de coordination afin de répondre à ce besoin justement de coalition. Déjà des espaces qui existaient, et puis d'autres qu'on a pu impulser ou créer, et c'est notamment, c'est vrai, on a ouvert un petit cluster WASH. Alors WASH, en anglais, ça veut dire Water, Sanitation and Hygiene. Et c'est grâce ou à cause de nos réflexes humanitaires qu'on a appelé ça comme ça. Au moment du Covid, sur un groupe qu'on co-animait avec Action contre la faim, qui à ce moment-là était engagé encore sur ce secteur de l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Mais en fait, le cluster, c'est pas le bon terme, parce qu'il sous-entend que ça regroupe des organismes qui sont similaires, ou en tout cas parlent un langage et ont des référentiels communs. Or, nous, on avait dans ce groupe des associations engagées dans l'accès au droit qui, un peu par pragmatisme, s'étaient engagées sur ces questions d'accès à l'eau en bidonville, peut-être parce que c'était une réalité que leur remontaient les personnes qu'ils accompagnaient, et ceux depuis longue date. Peut-être c'était aussi pour agir sur ces questions. On a coalisé avec des acteurs plutôt émanant des grandes entreprises françaises de l'eau, donc la Fondation Veolia ou l'association Aqua Assistance, qui est une émanation des salariés du groupe Suez, mais qui, en l'occurrence, eux, avaient toute la connaissance du référentiel français sur lequel on allait pouvoir trouver des modalités d'action en créant du dérogatoire. Finalement, il fallait d'abord comprendre d'où on parlait pour pouvoir savoir où est-ce qu'on pouvait aller et comment tirer des fils ou trouver des espaces pour intervenir. Évidemment, les acteurs aussi des champs, soit médico-sociaux, donc avec Médecins du Monde, qui nous a quand même ouvert les portes de la réalité de ce qui était vécu par les personnes en situation de précarité en France, et qui avaient cette question de l'accès à l'hygiène comme point d'ancrage dans leur axe de travail qui est la santé-environnement. Donc, tout ce qui va être mécanisme de prévention dans la santé. Et donc ça, c'était évidemment des acteurs avec qui on a dialogué et avec qui on a cherché à fédérer pour trouver un espace de réponse et des référentiels communs. Évidemment, tous ceux qui travaillent aussi sur la question du logement et du champ de l'indignité, pour bien comprendre comment est-ce qu'on pouvait aussi travailler à ne pas faire perdurer des situations d'indignité par notre action, mais comment on s'inscrivait dans une logique beaucoup plus large où finalement la réminiscence des situations de bidonville, de squat, sont vraiment une forme de... Le visage peut-être le plus visible de cette crise du logement pour lequel, je crois,
on répond collectivement, en tout cas, on a ce constat commun. Mais coaliser avec des entités aussi vastes, ça nécessite déjà un premier travail sur l'interconnaissance, trouver des langages communs pour se comprendre avant de pouvoir se coordonner et avoir un sens et un combat commun. Plus généralement, moi je dirais que l'effort de négociation et de coordination en France, il est extrêmement puissant comparativement à ce que moi j'ai pu vivre dans d'autres théâtres humanitaires au long de mon expérience. Voilà, ma première mission, c'était en 2005, donc maintenant, ça fait 21 ans que je suis travailleuse humanitaire. Et vraiment, j'ai jamais eu autant d'acteurs pluriels avec qui négocier et me coordonner. Mais justement, c'est quand même des cultures différentes entre des gens de fondation ou aqua-assistantes dont vous parliez. Médecins du Monde, ça reste encore de l'humanitaire. Mais les travailleurs du médico-social, comme vous parliez, est-ce que là, il n'y a pas eu la crainte qu'on pourrait imaginer, c'est-à-dire les humanitaires arrivent avec leurs gros sabots, en France en plus. Est-ce que vous avez ressenti ça ou vous avez réussi à l'aplanir et finalement à faire votre place? On a pu le ressentir au départ vraiment assez fortement, mais je pense que c'est en replaçant le rôle, les besoins des personnes concernées comme étant au cœur de notre volonté d'action. On a trouvé déjà ce terrain d'entente sur lequel on a pu bâtir toutes les autres pierres des convergences de lutte qu'on a pu avoir avec les acteurs sociaux. Et c'est d'ailleurs peut-être une des particularités de ce programme en France dans lequel on a vraiment créé des binômes d'intervention dans lequel il y a un responsable de programme au hygiène assainissement qui est toute la partie technique, mais aussi un cœur de métier qui est celui du mobilisateur et des mobilisatrices communautaires dans lequel vraiment c'est tout l'enjeu vraiment d'être sûr que ces décisions techniques soient prises avec les personnes concernées, que la mobilisation des parties prenantes elle soit au cœur du projet pour qu'il soit durable, qu'il respecte les uns et les autres et qu'il soit vraiment dans une volonté de renforcement du pouvoir d'agir des personnes et des entités et non pas aller contre certaines autres plaidoyers ou certaines autres volontés d'autres acteurs, mais bien au cœur du croisement de l'ensemble. Et c'est vraiment ça, peut-être qu'on a appris de notre expérience en France. Nous, en tant qu'organisation humanitaire internationale, voilà, plutôt urgentiste, très humanitaire, très frontliner, c'est-à-dire très proche des lignes de front. On a compris une place qui est différente de celle qu'on a d'habitude et on a développé un peu une posture, c'est-à-dire une place en tant qu'acteur liant qui transcrit des besoins exprimés en langage technique, mais et à l'inverse, qui accompagne des services publics à aller vers les plus vulnérables. Et en matière de posture, c'est peut-être cette posture un peu plus humble, un peu plus locale, pour employer le mot de localisation à dessein, c'est-à-dire être un petit rouage dans un écosystème d'acteurs dans lequel on a tous à apporter notre pierre. Merci Manon. Alors, il y a un autre volet dont on n'a pas encore parlé, qui est autour de toutes les craintes suscitées par ce rapprochement entre les acteurs humanitaires et les acteurs sociaux, et notamment la peur de légitimer un désengagement de l'État français ou de susciter ce désengagement, car finalement c'est la société civile qui gère, donc l'État se désengage, ou encore le risque de dépolitiser les actions citoyennes ou au contraire de politiser une action sociale qui n'a pas vocation à l'être au départ. Du coup, Véronique, on pourrait revenir sur l'exemple de Briançon, assez intéressant, où le groupe URD a mené une étude de cas il n'y a pas longtemps, où les ONG humanitaires ont soutenu des associations locales et des collectifs de citoyens qui ont finalement été poursuivis pour ce qu'on a appelé le délit de solidarité. Alors, qu'est-ce que cette intervention des humanitaires a changé sur le territoire de Briançon ? Oui, alors c'est vrai que c'est un terrain intéressant, juste pour remettre en contexte. Donc Briançon, à partir de 2015, c'est cette ville dont on entend parler plutôt pour aller faire du ski, pour faire du tourisme en famille, qui tout d'un coup devient un lieu de passage
de personnes d'exilés, en fait, qui traversent la frontière franco-italienne à un endroit qui n'est pas forcément des plus simples, surtout en hiver. Et donc, il y a eu une prise de conscience en 2015 de cet enjeu, notamment par les guides de haute montagne qui ont dit « mais c'est pas possible, en fait, la montagne, la solidarité en montagne, c'est essentiel ». Donc, c'est le début d'une mobilisation collective. Et avant de répondre à votre question, pour moi, c'était important de redire combien, effectivement, ça a d'abord été une mobilisation des habitants du territoire. Au départ aussi de la municipalité, des services techniques. Il y a eu une vraie mobilisation jusque dans les années 2020, collective, sur ces enjeux-là. Et pour ceux que ça intéresse, c'est un cas d'étude qui a été documenté à plusieurs reprises. Nous, on l'a pris sous l'angle de l'entraide dans des situations de crise, et on y reviendra. Et ce rapport a été écrit par Florence Château, et je vous le conseille parce que c'est vraiment très intéressant de comprendre en effet comment cette fabrique des solidarités multiples et diversifiées entre les autorités, les collectifs citoyens, les guides de haute montagne dont j'ai parlé, des solidaires institutionnels, des ONG humanitaires, etc. Comment tout ça crée un écosystème traversé par des tensions, de la coopération, et c'est vraiment très intéressant. Mais bon, pour répondre à votre question, je pense que les ONG humanitaires, quand elles sont venues donc en soutien à cet écosystème de la solidarité, ont apporté une forme de sécurisation et de structuration de cette solidarité. Elles n'ont pas cherché à faire à la place d'eux. Et j'entendais Manon qui disait la recherche de l'espace de légitimité et d'intervention. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu aussi sur ce cas briançonnais. Quand Médecins du Monde ou Médecins sans frontières arrivent sur ce territoire-là, ils cherchent là où ils peuvent vraiment ajouter une valeur dans le dispositif déjà existant. Donc, ils ont introduit, par exemple, des cadres de prise en charge plus stabilisés, le suivi médical, la protection des mineurs, des méthodologies de suivi, de l'appui juridique, des dispositifs de coordination, ce genre de choses-là dont on parle depuis tout à l'heure, effectivement, je pense que ça a aidé à structurer l'écosystème qui avait émergé sans eux au départ. Pour remettre en contexte, je disais jusqu'à 2020, donc il y a eu une collaboration, puis 2020, c'est... En plus du Covid, c'est aussi les élections municipales, vous vous souvenez ? Toute cette période formidable que nous avons vécue. Et là, à Briançon, changement de municipalité, changement de posture par rapport aux demandeurs d'asile et aux migrants. Donc là, il y a eu une rupture de la coopération entre l'ancienne municipalité et les acteurs de la solidarité. Et du coup, ça a rendu l'environnement encore plus complexe pour les solidaires. Vous en parliez, jusqu'à des accusations de délit de solidarité. Donc effectivement, quand les ONG humanitaires arrivent, elles arrivent aussi avec un bagage et une notoriété qui sécurise cet écosystème de l'aide. Et en premier lieu, pour les personnes exilées elles-mêmes, parce que ça a quand même permis de réduire certains risques sanitaires, juridiques ou de protection, mais comme je le disais aussi, pour les bénévoles et les collectifs citoyens, qui étaient parfois très isolés, confrontés à des situations extrêmement lourdes émotionnellement et politiquement. Et donc, voilà, les ONG humanitaires ont permis de soutenir et de structurer ce maillage de solidarité. Et évidemment, les ONG humanitaires, avec quand même des moyens un peu plus conséquents qu'un collectif localisé, ont apporté des ressources matérielles et financières, soyons clairs, du matériel, des infrastructures, des capacités de plaidoyer, mais aussi des financements, ou en tout cas la capacité à mobiliser des financements complémentaires pour pérenniser certains lieux d'accueil, comme les terrasses solidaires, qui jouent un rôle essentiel depuis des années sur ce territoire, en mobilisant aussi des soutiens de fondations et de la philanthropie. Et c'est vraiment important de le dire. Oui, donc au final, c'est quand même vraiment positif, malgré cette crainte de légitimer le désengagement de l'État et malgré le fait que ça mette vraiment en lumière quand même des carences aussi de l'État.
c'est venu combler un vide aussi et avoir un impact très, très positif. Oui, et en fait, je dirais que ça a même plutôt changé le rapport de force politique. Dans ce contexte-là que je rappelais, post-2020, avec le durcissement des politiques migratoires et la bascule de la municipalité de Briançon, qui tout d'un coup est beaucoup moins accueillante, eh ben, c'est parce que des ONG internationales qui disposent d'une certaine légitimité publique, quand MSF ou Médecins du Monde documentent une situation, ça donne une visibilité nationale, voire internationale, à ce qui se passe localement. Ça a aussi contribué à transformer une question du local en un sujet politique plus large. Les conditions d'accueil, les violences à la frontière, le traitement des mineurs non accompagnés ou la criminalisation de la solidarité. Donc les ONG, en fait, ont joué un rôle d'interface entre les collectifs locaux, les médias, les institutions et l'espace public national. Donc, je pense qu'elles ont permis de relier des expériences très locales à des débats beaucoup plus larges sur les droits fondamentaux et les politiques migratoires. Mais quand même, en effet, c'est important de le dire, cette intervention des humanitaires n'a pas supprimé les tensions, elle en a parfois créé des nouvelles. Certains collectifs militants ont parfois perçu l'arrivée des humanitaires comme une forme de normalisation ou d'institutionnalisation d'une solidarité qui se voulait plus radicale, plus autonome, plus politique. Il y a effectivement des squats solidaires dans le Briançonnais. Il y a des groupes qui assument la désobéissance civile et qui, dans l'interface avec les humanitaires, quand ils qualifient les organisations humanitaires, ils disent les institutions. Ils les mettent plutôt du côté institutionnel que société civile. Donc il y a cette tension finalement entre trois sphères, la sphère humanitaire, la sphère militante et la logique institutionnelle. Et voilà, certaines associations ou collectifs militants voulaient maintenir le dialogue avec les pouvoirs publics, mais d'autres considéraient que la solidarité implique nécessairement une forme de désobéissance civile face à des politiques migratoires qui sont jugées inhumaines. Donc cet exemple de Briançon, je trouve que ça illustre finalement quelque chose de très contemporain. La solidarité aujourd'hui, elle se construit dans des écosystèmes hybrides, où il y a des collectifs habitants, on en parlait sur le cas lyonnais, des collectifs citoyens, des travailleurs sociaux, des ONG humanitaires, des institutions publiques, des militants, des fondations. Et ces relations, elles sont jamais complètement harmonieuses. Elles sont traversées par des tensions politiques, éthiques et stratégiques en permanence. Donc, sur ce cas de Briançon, moi, je suis assez persuadée que l'implication des ONG humanitaires a permis de construire quand même une capacité de résistance commune face à des politiques d'exclusion systématique et donc de combler un vide politique en prenant part à un des enjeux de société actuels. Et en faisant ça, les ONG ont visibilisé la dimension intrinsèquement politique de la solidarité comme principe structurant en fait, d'un projet de société. Et en fait, je pense que c'est une dimension qui est trop souvent occultée alors qu'elle est centrale. La solidarité aujourd'hui, c'est un élément d'un projet de société et donc c'est de la politique. À vous entendre tous les trois, Véronique, Frédéric, Manon, on a l'impression que ça... Alors, on a bien retenu les difficultés parfois, les craintes des uns et des autres, mais on a l'impression qu'à vous écouter, acteurs humanitaires en tout cas, et acteurs du médico-social, ça fonctionne bien. Ça fonctionne tellement bien qu'il y a peut-être des appels à la fusion d'une certaine manière. Est-ce qu'on peut aller pour autant jusqu'à la fusion de l'action humanitaire et de l'action sociale ? Peut-être que certains l'appellent de leur vœu, peut-être que d'autres la craignent, la refusent. Quelle est la position de chacun d'entre vous ? Ce qui pourrait être un slogan un peu simpliste, hein. Est-ce qu'il faut fusionner ? La fusion, on y perdrait beaucoup. Décloisonner, oui, décloisonner, c'est évidemment nécessaire. Ça ne veut pas dire fusionner, décloisonner. Il le faut. La fusion serait dommageable parce que, à beaucoup de titres, elle va créer un risque de réponse basse seuil. On va voir l'État s'engouffrer dans cette brèche qui va être humanitaire et on aura moins de richesse.
Les actions d'insertion sociale des associations de droit commun ou des associations opératrices d'État va diminuer, va baisser, va être érodée. Voilà, on a beaucoup de risques à fusionner. Par contre, garder la différence, s'enrichir de nos différences, effectivement, plus d'acteurs, c'est toujours plus de richesse, c'est toujours plus d'opportunités, c'est toujours plus de réflexion, d'analyse, de prise de recul. Garder aussi ce caractère non gouvernemental des ONG internationales, mais pourquoi pas des associations citoyennes aussi françaises qui sont non gouvernementales et qui ne sont pas financées par des mécanismes d'argent public, c'est fondamental. Ça évite aussi parfois de la substitution. Face aux carences de l'État, on a tendance à se substituer. Évidemment, les services de l'État sont très contents qu'on se substitue à lui, à ses responsabilités, puisque c'est autant d'argent en moins à débourser et autant d'économies sur les crédits. Bon, moi, je suis ravi d'avoir posé la question de manière caricaturale pour avoir une réponse très claire. Manon, oui, je pense sur cette que question. Si on soutient la convergence des luttes, le concept de fusion, il n'est pas adapté ici. Comme dans tout contexte, il faut se coaliser, être plus fort, se rencontrer, travailler ensemble. Mais il faut cette pluralité d'acteurs qui vient avec leur vision, leur mandat, leur positionnement et leurs moyens d'agir. Voilà, si nous, on prend ni la fusion de deux modes de travail différents ou si on veut conserver cette pluralité d'action, on voit bien malheureusement que la réduction des crédits, les difficultés qu'on a à l'heure actuelle vont tendre vers une concentration en fait, finalement, du nombre d'acteurs potentiels et qu'il est de notre devoir aussi d'essayer de protéger cette pluralité et certainement pas en fusionnant, mais en se protégeant les uns les autres. Donc, la mise en concurrence, il faut faire ce travail d'éviter cette possible mise en concurrence qu'on va voir émerger de la part de certains acteurs, et notamment des pouvoirs publics, qui vont tendre à essayer d'opposer les uns et les autres, à encourager justement des phénomènes d'hybridation pour n'avoir plus qu'un interlocuteur unique avec qui dialoguer. Donc pareil, à chaque fois qu'il y a l'émergence peut-être de personnes motrices ou d'organisations motrices qui vont être reconnues comme étant un interlocuteur unique. Je prends l'exemple de Solidarité Internationale. Vous êtes l'interlocuteur pour parler de l'eau. Nous, on vient systématiquement en leur disant d'accord, mais je viendrai accompagner. C'est-à-dire, je viendrai avec les copains parce que l'important, c'est justement tout ce que le monde, par exemple, des associations des architectes engagés, tous les médico-sociaux, tous ceux qui vont lutter pour le logement digne et entier, eh ben, ils puissent contribuer dans cette lutte de niche qui va être l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement. Pour nous, c'est surtout cela qui a été cette rencontre avec les acteurs français. C'est mieux se comprendre, mieux comprendre les différentes strates aussi des acteurs publics, leur financement, les choses compliquées, pour finalement investir ce champ. Mais voilà, utiliser tous les moyens d'agir, toujours en gardant l'intérêt des personnes concernées. Et c'est vraiment ça l'apport peut-être de ce que le travail social, en tout cas, nous a appris. Merci Manon. Véronique, je vous suspecte d'être à peu près dans cette lignée-là. J'ai essayé d'être originale en me disant comment est-ce que je pourrais répondre positivement. Oui, il faut fusionner. Mais non, je n'ai pas d'idée. Non, clairement, le risque d'une fusion complète, c'est que l'urgence devienne la norme. Imaginons un État qui mettrait du coup en place une force, qui soutiendrait la mise en place d'une force de réponse humanitaire fusionnée avec l'action sociale. Ça ferait des tensions internes entre, du coup, une espèce d'un SAMU social perpétuel, je pense, au détriment de réelles politiques sociales nécessairement de long terme. Donc, non, pour qu'on traite durablement des problèmes structurels de pauvreté, d'exclusion, de logement ou de migration avec des outils pensés pour des situations exceptionnelles, je pense que c'est plutôt catastrophique. Bon, à l'inverse, il serait absurde de maintenir des frontières totalement étanches. On en parle depuis tout à l'heure. Parce que les crises actuelles et futures, avec les effets du changement climatique, les crises sanitaires,
la question de la migration et même les questions sociales, donc on l'a dit, brouille déjà ses frontières dans la réalité. Donc l'enjeu, c'est pas la fusion, mais effectivement, c'est la complémentarité, je dirais même plus la complémentarité critique. C'est comment faire dialoguer deux cultures sans que l'une absorbe l'autre, et avec le sentiment que c'est précisément les tensions autour de la légitimité, autour du rapport aux politiques, autour des modes d'action qui permettent de produire des formes d'action plus fines, innovantes, comme nous le rappelait Frédéric tout à l'heure, et je pense plus ajustées aux réalités territoriales, probablement aussi plus transformatrices, justement, dans les tensions entre la parole publique et le devoir d'humanité. Quelles sont les brèches qu'on peut trouver pour inventer une forme d'action sociale adaptée au territoire et au temps actuel. Alors, il y a un autre aspect intéressant qui est évoqué par plusieurs auteurs, qui est le fait que l'action en France permet de prendre du recul sur son action à l'international, sur ce qui pourrait être fait différemment, et ça permet d'ouvrir de nouvelles perspectives. Alors là-dessus, rapidement, Manon, dans votre article, vous dites que la mission France a permis à Solidarité, je cite, de repenser sa posture traditionnelle à l'international et par exemple d'intégrer davantage le volet juridique du droit à l'eau dans vos programmes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, absolument. Je dirais le volet juridique est presque politique en fait de la portée de notre action, c'est-à-dire pas être seulement dans l'intervention directe de l'accès à l'eau, vraiment premier degré, c'est-à-dire on répond aux besoins essentiels, mais aussi de penser ça dans le cadre d'une réponse à des besoins à des personnes qui sont détentrices de droits. Et c'est cette vision-là de changer du terme quasiment bénéficiaire à personne concernée, à personne détentrice de droits. C'est cette évolution-là que nous, on a fait en fait, finalement à travers cette rencontre, à travers ce programme France. Ces rencontres, et ce programme France. Après, sur les changements effectifs et les victoires juridiques et réglementaires qu'on a pu avoir depuis l'ouverture de ce programme en France, ils ont été surtout impulsés par finalement une forme de domestication du droit à l'eau et à l'assainissement. C'est en 2010 que le droit à l'eau et à l'assainissement a été déclaré comme un droit fondamental par l'ONU. Mais c'est en 2020 que l'UE l'a introduit dans la révision d'une directive cadre qui a ensuite été transposée en droit national français à travers des changements législatifs et des changements réglementaires qui, nous ont permis de nous appuyer par l'accompagnement qu'on a pu faire de cette transposition à obtenir finalement des indicateurs fiables. Donc ces changements législatifs et réglementaires sur l'eau potable à la suite de la transposition de la directive européenne fin 2022 nous a permis d'avoir un renforcement de ces lignes dans la politique publique en matière d'accès à l'eau pour toutes et tous en France. Et c'est bien par cette action au niveau national qu'on a pu réussir à avoir des victoires à l'international. Merci beaucoup, Manon. J'ai encore une question, mais c'est la question des financements. Parce qu'effectivement, l'implication des humanitaires sur le champ social, on peut se poser plusieurs questions. Est-ce qu'elle ne risque pas d'aboutir à une concurrence sur les financements, si on ne connaît pas très très bien comment ça fonctionne tout ça? Ou est-ce qu'elle servirait, cette implication, ce travail en commun, à faire des économies d'échelle? Et là, on peut faire la boucle avec la crainte que l'on a depuis tout à l'heure. Est-ce que ça ne devient pas un argument supplémentaire pour un désengagement financier de la part de l'État comme des collectivités locales? Comment chacun de vous voit la conséquence? En effet, et c'est bien de le rappeler, c'est des secteurs qui souffrent dans un contexte où les ressources sont priorisées ailleurs. Elles existent, mais ce n'est pas là qu'elles sont mises pour les plus démunis. Et c'est important de le dire parce qu'en effet, ça crée du coup les risques de tension et de concurrence, surtout quand on ne met pas assez d'argent et qu'il y a beaucoup de besoins. Donc je comprends la question. Après, je pense que pour des ONG humanitaires, le budget Mission France, c'est à mon avis très minime.
Je laisserai les spécialistes en parler. Et je ne pense pas que ça soit un investissement d'avenir si vraiment il faut réfléchir au développement économique. Non, moi, ce qui m'inquiète au-delà, en fait, la question des financements, elle traduit du désintérêt politique, un repli sur soi. Et j'avoue que c'est plus ça qui m'inquiète aujourd'hui. Le durcissement des politiques migratoires, la précarisation massive dans un contexte de montée de l'extrême droite. Je suis d'accord pour dire que ça laisse présager des relations sociales et potentiellement des tensions entre les acteurs qui travaillent dans ce champ-là, mais plus comme le reflet de choix politiques que simplement une mise en concurrence et une logique économique. Frédéric, sur cette question. Vous vous souvenez, j'ai même oublié le nombre d'années, mais plus aucune personne à la rue à la fin de mon mandat. Vous vous souvenez? C'était bientôt il y a 12 ans, 13 ans. Tout dépend où on base l'ambition, en fait. Quelle est l'ambition de la solidarité française, la solidarité en France, et de cette notion de fraternité qui est inscrite dans notre Constitution, finalement. Faire plus, faire beaucoup plus. Aujourd'hui, il va falloir faire beaucoup plus, avec sans doute un petit peu plus. Mais c'est là où peut-être l'approche humanitaire est intéressante parce qu'elle permet d'avoir une approche plus globale, plus d'un groupe de personnes, finalement, plutôt qu'individuelle. Donc il peut y avoir effectivement des économies d'échelle sur certains points, notamment sur la garantie que la personne est un toit. Oui, avec aussi des économies d'échelle sur des ressources financières et puis la mobilisation de bénévoles. Nous, on a été stupéfaits du nombre de bénévoles. On avait 4 bénévoles début 2025. Aujourd'hui, on en a 120. En moins en un an et demi, on en a 120. Enfin, c'est des bénévoles fidèles, avec des compétences, etc. C'est des professionnels non salariés, mais qui interviennent dans le champ de la plomberie, de l'électricité, ils ont des agréments, etc. Mutualisation aussi des opportunités, capter des ressources, avoir une plus grande surface de visibilité, évidemment, en communication, faire du plaidoyer et aller jusqu'au lobbying, pourquoi pas? Parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on passe le Rubicon. Le plaidoyer, force est de constater que ça marche de moins en moins bien et qu'à un moment donné, il va falloir faire du lobbying. Et puis, mutualisation, évidemment, des services supports, des stocks, etc. Ce que les ONG savent faire, d'ailleurs, depuis très longtemps maintenant, cette mutualisation pour grouper les moyens collectifs. Merci Frédéric. Manon, une réaction sur la question des financements? En fait, les canaux de financement entre les bailleurs humanitaires et l'action sociale en France, ils sont pas poreux. Déjà, il faut le dire. Donc, il n'y a pas de transfert entre les deux et il n'y a pas de transfert de crédit qu'on pourrait capter au niveau français vers l'international. Véronique le disait, en fait, pour nous, le programme France, ça représente moins de 2% du budget de solidarité internationale. Donc, évidemment, c'est pas en intervenant en France qu'on va pouvoir trouver du tout un modèle économique. Bien au contraire, c'est souvent au contraire des investissements et plutôt une volonté politique d'agir ici. Voilà. Et je pense que l'État a besoin de cet argument quasiment. La possible mutualisation entre humanitaire, travail social, c'est un argument finalement qu'il emploie pour réduire des budgets, qu'il est de toute façon en train de faire. Donc c'est plutôt leur donner des arguments que réellement une véracité des chiffres et des logiques à l'œuvre des modèles économiques des assos ici. Et peut-être juste un dernier point avant de conclure. On voit qu'ici et là-bas, il se posent vraiment les mêmes enjeux sur les façons de travailler ensemble, de coopérer, de faire société. Et ça me donne envie quand même de Véronique de vous interroger sur les questions d'entraide citoyenne qui deviennent de plus en plus importantes. Et on voit dans de nombreux contextes, que ce soit en France ou à l'international d'ailleurs, que ça devient aussi une force, une vraie mobilisation qui a un impact assez important. Donc est-ce qu'on peut dire 2 mots là-dessus, sur l'entraide ? Oui, merci de me donner la parole sur ce sujet qui me passionne. Là, ça fait 3 ans maintenant qu'on travaille sur un projet de recherche opérationnelle sur l'entraide en temps de crise. Il y a une série d'études de cas, dont l'étude de cas de Briançon dont on a parlé, qui sont disponibles sur le site du groupe URD. Pour faire rapide, en fait, ce qui ressort de tous les travaux
Mais ce qui ressort en fait de 70 ans des disaster studies, des études académiques qui ont été faites sur une série de désastres et de catastrophes, c'est que l'entraide entre les habitants, c'est un phénomène massif en temps de crise. Et c'est un peu contraire à l'imaginaire populaire. On imagine un peu Mad Max. Et en fait, c'est l'altruisme qui domine quand on est face à l'adversité. Quand un groupe est touché par l'adversité, c'est vraiment les comportements prosociaux qui dominent très largement. Ça émerge de façon spontanée pour répondre aux premiers besoins essentiels, s'abriter, manger, boire, se soutenir émotionnellement, etc. Mais quand je dis massif, il y a des études qui ont été faites suite à des tremblements de terre. Entre 70 et 90% des personnes secourues des décombres le sont par leurs voisins, le passant de la rue, etc. C'est universel. Nos études de cas, on en a fait au Tchad, en Australie, en Ukraine pendant la guerre, sur différents territoires français. Et les études de cas documentent des tas de contextes. C'est universel, même évidemment si la culture et le système politique vont teinter cette entraide de façon différenciée selon les contextes. On a documenté des situations où elle est complémentaire au secours, elle est participative, d'autres fois elle est rebelle, comme l'exemple de Briançon. Des fois elle peut être anticipée ou émerger spontanément. Tout ça, c'est aussi beaucoup dans son rapport aux politiques et aux politiques publiques qui ont été mises en œuvre en amont. L'autre résultat massif, c'est que cette entraide émergente est presque systématiquement invisibilisée. Alors, sur nos terrains, c'était criant. Et ce qui est désespérant, c'est qu'on est allé chercher dans la littérature et que ça fait 50 ans que les mêmes conclusions sont faites à chaque catastrophe, sauf certains cas particuliers qui, du coup, sont éclairants. Mais globalement, cette entraide qui est massive, spontanée, qui émerge, elle est invisibilisée par les secours et assez systématiquement aussi dans les interventions humanitaires à l'étranger, qui sont dans un système très vertical, où c'est l'efficacité qui prime, la rapidité. Et ce qui est intéressant dans les exemples dont on a parlé, et Manon, vous le disiez, c'est que tout d'un coup, l'intervention sur le territoire national fait se poser des questions sur quelle est ma valeur ajoutée, quelle est ma légitimité par rapport à la multitude des acteurs déjà positionnés. Et ça, c'est un miroir qui est intéressant et qui, effectivement, je pense, peut amener à reposer des questions sur la posture adoptée à l'étranger. Pour compléter, effectivement, pour nous, ça tient beaucoup de la cohésion sociale, finalement. C'est des éléments qui vont renforcer cette cohésion sociale, puisque cette communauté concernée, confrontée à une crise, que ce soit des nouvelles populations qui arrivent sur son territoire ou elle-même confrontée, finalement, elle va être en capacité de solidarité, de réagir elle-même. Alors, elle ne pourra pas tout faire, mais si on lui laisse la possibilité de faire, on lui donne les moyens, ça sera beaucoup plus fort, beaucoup plus dur, beaucoup plus durable, et pour qu'ensuite cette cohésion sociale soit renforcée. Là, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent « Ah, ça c'est l'approche, ça peut être entendu comme une approche libérale de la résilience. Finalement, la société civile, les citoyens vont se débrouiller. » Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là où ça fonctionne, c'est parce que l'État a investi en amont. Donc non, ça n'est pas une approche libérale de la résilience, c'est un choix politique d'investir sur les capacités plurielles d'une société. Et ça, je pense que c'est important de le dire. Merci à tous les trois pour cette montée en généralité qui, je trouve, met vraiment en éclairage le chemin qu'on a fait depuis le début du podcast, à savoir, on est parti sur des réponses coordonnées, peut-être parfois qu'à un cas, où des acteurs humanitaires rejoignent des collectifs, des associations locales, des squatteurs, des mouvements plus politiques, et pour répondre à des questions d'accès à l'eau, d'accès à l'hébergement. Et puis finalement, ce qu'on voit là, avec ce que vous nous dites, c'est pas une exception, ces phénomènes, ce que vous disiez, Véronique, c'est pas un pis-aller, c'est pas des brèches, c'est une forme de réaction humaine, spontanée, normale, qui pourrait, si on faisait cet effort, fonctionner à travers la mise en commun des acteurs humanitaires, des acteurs du social, et pourquoi pas des politiques, comme on l'a vu à Lyon, on a vu des politiques très engagées.
Donc, merci pour cette montée en généralité qui nous permet d'aller vers la conclusion. Et finalement, cette conclusion, on va la donner avec Jeanne à chacun d'entre vous. Quelles sont les pistes, les ouvertures que chacun d'entre vous veut mettre en avant dans cette conclusion? Manon. Alors oui, de notre côté, chez Solidarité Internationale, donc je le disais, on est venu avec une double expertise, celle de l'accès à l'eau physique, voilà, la réponse opérationnelle aux besoins humanitaires des personnes qui sont privées de cet accès à ce service essentiel. On est venu aussi avec notre savoir-faire en matière de mobilisation communautaire autour de ces sujets et sur de la cogestion des infrastructures. On a aussi appris à développer d'autres axes professionnels tels que celui du finalement juridique, de qu'est-ce que c'est que monter un programme basé sur les droits humains. Et ça, du coup, on est monté en professionnalisme sur le sujet. On a dû renforcer nos compétences juridiques. On les a internalisées en tant qu'expertise. Mais ce rapport et cette confrontation dans cette stratégie, finalement, pluriel des acteurs et en étant aussi avec à manier ces outils du droit. Finalement, on a été recourant, on a soutenu d'autres associations pour faire des interventions volontaires, etc. Mais concrètement, toutes ces actions, ça nous a permis de nous rapprocher des acteurs militants, des acteurs qui agissent au quotidien. Ça nous a permis cette convergence avec ces personnes dans des luttes similaires en faveur d'enjeux communs tels que celui de l'eau potable. Et par cette action, ça nous a permis finalement une réflexion et une repolitisation de nos sujets d'expertise après des années finalement de professionnalisation au sein de nos organisations. Véronique. Alors moi, avant d'ouvrir sur le futur, j'avais besoin de refaire un retour en arrière. En introduction, on a parlé de l'histoire de l'humanitaire en France en remontant dans les années 70-80. Mais j'avais envie de rappeler quand même que la France et l'Europe ont été des terrains humanitaires, en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale. Les coliquaires, la Croix-Rouge française, le CICR, entre autres, ont été très largement impliqués à cette époque. La Convention de Genève, elle a été créée juste dans les années d'après-guerre, en 1951, pour résoudre les difficultés liées au déplacement de population sur le sol européen. Et on tend à oublier que cela pourrait nous concerner à nouveau. On a pensé l'humanitaire dans une projection. Là, on a parlé tout à l'heure d'un retour sur le territoire national. Et pour parler d'avenir, alors j'espère me tromper, mais il n'est pas impossible que nous soyons en effet à nouveau concernés par un conflit sur le territoire européen ou même sur le territoire national, quand on voit les bouleversements au niveau international actuel. Je pense qu'il faut l'envisager sérieusement. En tout cas, certains de nos dirigeants qui s'y préparent sérieusement, et je pense qu'en tant qu'acteur humanitaire, c'est aussi notre rôle de se poser cette question de quelle serait notre place. Comment on pourrait construire des articulations avec à la fois l'ensemble de la société civile et les autorités, les secours institutionnels, si d'aventure, effectivement, on connaissait un conflit sur le territoire européen, national, ou des déplacements massifs de population de grande ampleur. Et je pense que vraiment, les décennies d'expertise accumulées sur les conflits et les terrains des catastrophes par les acteurs humanitaires sont un véritable capital de connaissances qui me semble utile, voire nécessaire, à faire valoir dans les temps incertains et troublés actuels. Donc c'est une conclusion qui n'est pas très optimiste, mais qui est bien dans le sujet qui nous a occupés. Je pense qu'en fait, ce mariage, c'est surtout le contexte. Ce mariage entre différents types d'actions sur le territoire national, c'est le contexte qui le guide, qui l'a guidé jusqu'à maintenant. Et voilà, on est vraiment dans une situation géopolitique qui est instable aujourd'hui. Et je pense qu'il faut se projeter dans différentes possibilités et imaginer quel serait le rôle de chacun
dans ce contexte-là. D'accord. Pas positif, en effet, mais très nécessaire, je crois. Frédéric, pour votre mot de conclusion à vous, mais peut-être en partant de cette expérience lyonnaise. Oui, juste pour revenir à ce qu'a dit Véronique, effectivement, je partage ces trajectoires inquiétantes, mais en même temps, on dit souvent l'homme est capable du pire, mais surtout du meilleur, et finalement, c'est ce meilleur-là qui est intéressant à valoriser, à mettre en avant. Et si on parle de l'homme, finalement, c'est la société civile, c'est les citoyens, c'est eux qui forgent l'avenir de nos territoires. Et de notre nation également, et du monde entier au final. Évidemment, ne pas les prendre au sérieux n'est pas prendre en compte leur dynamique, c'est bien évidemment s'obérer de tout un pan entier de capacité d'action. Donc les accompagner, les soutenir dans leur forme de solidarité. C'est aussi une forme pour soutenir la cohésion sociale, de soutenir le commun, puisque c'est ce qui fait, c'est ce qui nous forge collectivement en tant qu'être humain, cette solidarité. Et donc, évidemment, dupliquer des modèles qu'on a expérimentés sur les territoires, en tout cas les capitaliser, c'est ce qu'on fait là, ce qu'on commence à faire sur la réponse de mise en protection humanitaire sur la métropole de Lyon, avec l'Agence des nouvelles solidarités actives, l'ANSA, qui nous accompagne effectivement pour mieux comprendre les mécanismes de développement de cette réponse et notamment le lien avec les collectivités locales, les autorités préfectorales et bien sûr les acteurs de l'urgence sociale et les acteurs du social. C'est essentiel pour savoir comment cette réponse s'insère dans un écosystème déjà en place, très complexe comme Manon, vous l'aviez évoqué. Et donc l'enjeu, c'est effectivement de pouvoir essaimer des éléments de compréhension, de dire comment on a fait pour organiser telle chose, pour poser une gouvernance. Oui, il y a des territoires qui sont intéressés, comme Grenoble, Bordeaux, avec qui on a quelques contacts, qui nous disent « Ah ouais, on aimerait bien peut-être faire un truc comme vous, etc. » Donc après, l'enjeu, ça va être effectivement de porter un petit peu l'expérience à l'extérieur de Lyon. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois pour ces discussions très intéressantes. Je pense qu'on a fait un bon tour de la question aujourd'hui. Ce que je note quand même, c'est que je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de toutes ces questions et que ça ouvre plein de champs possibles. Et je crois que les acteurs de l'humanitaire et du social ont encore beaucoup de choses à se dire et à faire ensemble. Donc voilà, on n'a pas fini de parler de tout ça, je pense. En effet, c'était la conclusion de l'éditorial co-signé par Frédéric. Voilà, moi, je vous renvoie au numéro de la revue alternative humanitaire et puis allez voir toutes les ressources qu'il y a sur le site du groupe URD sur ces questions-là. Merci à tous les trois. Merci. Merci. Merci.